Bonjour à toutes et à tous. Là, j'étais avec des enfants qui voulaient mettre en avant un certain nombre de propositions et ils faisaient des liaisons entre quatre et quelque chose ou entre quatre idéaux sans intention, tout ça. Bref, donc là, on va parler du vocabulaire un peu, enfin surtout moi. Et puis ensuite, Christine. Donc je présente Christine. On ne la présente pas, c'est Christine Lecomte. Elle est architecte, présidente de l'Ordre national des architectes. Bravo. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu. Elle court de rendez-vous en rendez-vous. Donc ce n'est pas facile. De mon côté, je m'appelle Thierry Pacaud. Je suis auteur d'un certain nombre de livres, dont des ouvrages sur les enfants dans la ville. J'ai commencé par une exposition à Dunkerque il y a pas mal d'années sur les grands oubliés de ce que j'appelle la ville récréative. Et j'ai visité à ce moment-là la plupart des pédagogies dites nouvelles qui sont centenaires. Montessori, Guedes, Dewey, etc. Et puis j'ai regardé ce qu'ils faisaient voilà, au jour le jour. Et c'est absolument passionnant. Ça n'a pas du tout pris une ride. Ça devrait être généralisé dans toutes les écoles de France, mais on n'en est pas encore là. Et en même temps, je me suis aperçu qu'en étudiant Piaget, en étudiant tous ceux qui ont réexaminé Piaget, parce que c'est aussi une théorisation qui avait vieilli, tous ceux qui sont revenus sur les stades d'apprentissage des enfants, eh bien, je me suis aperçu que le jeu était l'activité prioritaire. Et donc, c'était la seule indiscipline qu'il fallait mettre dans l'emploi du temps si jamais il y en avait un dans les écoles. Et je partais du jeu tel qu'il a été élaboré par un sanskritiste néerlandais qui s'appelle Johan Huizinga, qui publie en 1938 un livre majeur intitulé Homo Ludens, qu'on pourrait traduire en français par l'homme joueur, enfin, ou l'homme ludique, parce qu'il y a deux mots latins pour dire jeu. En français, il n'y en a qu'un, en anglais, il y en a deux. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais important comme phénomène intellectuel, c'est que Huizinga ne dit pas que le jeu est un des éléments constitutifs de la culture d'un peuple, avec l'alimentation, avec les relations sexuelles, avec l'art, avec la croyance religieuse, etc. Non, non, il dit tout part du jeu. C'est le jeu qui crée la culture. Alors là, vous voyez, c'est un décalage énorme pour penser notre société. Et si je dis c'est le jeu qui est à l'origine de tout, alors du coup, je dois repenser l'école en imaginant que l'école doit être le lieu de tous les jeux possibles. Et une amie me raconte, elle accompagne son enfant à l'école le premier jour de la rentrée, et l'institutrice leur dit « Maintenant, vous êtes grands, fini de jouer ». Alors là, les bras m'en tombent, parce que c'est... Elle aurait dû dire « Vous arrivez à l'école, alors maintenant, le jeu commence, et on va faire que des jeux ». Parce que l'enfant est son propre enseignant. Chaque enfant apprend de lui-même parce qu'il éprouve quelque chose. S'il n'éprouve rien, il ne pourra pas le connaître. Et donc ça, vous voyez, on en est loin parce que bien souvent, on considère l'enfant comme un réceptacle. Et l'adulte dit, il faut que l'enfant sache tout ça. Il invente même des trucs comme les bases, comme les prérequis, vous voyez. Lorsque j'étais élu, oui, j'ai oublié de dire, je suis professeur d'université, mais émérite. En français, ça veut dire vieux, donc du coup, ça fait un certain temps. Mais eh bien, j'ai quand même été, avant d'être vieux, j'étais un peu plus jeune, et j'étais élu au conseil d'administration de l'université de Créteil, 35 000 étudiants, vous voyez, donc c'est pas une petite école, une petite université. Et j'étais parti en guerre contre les prérequis et les bases, et j'avais constaté, en enseignant dans une école d'architecture, c'est le moyen de redonner la parole, de donner la parole tout de suite à Christine, j'avais été aperçu que beaucoup de mes étudiantes et étudiants auraient été plus à l'aise en commençant par la 3e année. Et donc je disais ça, je dis il faudrait que la fac, on puisse s'inscrire en 4e année ou en 5e année et faire la première année ou la 2e plus tard. Mes collègues, aucun n'a pris ça au sérieux. Pour vous dire le niveau. Bref. Alors, vas-y. Bon, alors si on part de là, peut-être d'abord une petite anecdote. Il y a quelques années, je gardais un petit-neveu et je lui dis, bah viens, on va se promener dehors. Il me dit, non, je joue. Je dis, non, mais tu viens, on va ramasser des fruits. Il me dit, non, non, mais je joue. Et je regarde l'écran, il était devant un jeu où il devait ramasser des fruits.
Et cette anecdote, elle m'a marquée parce que je me suis dit, mais c'est quand même dingue comme on a intériorisé les choses alors que l'espace extérieur est le lieu de l'apprentissage. Et puis, en grandissant, en devenant présidente de l'Ordre, en ce moment, actuellement, avec les enjeux de la société, on se rend compte qu'on a une formidable opportunité pour redonner du sens à l'espace public et aux lieux qu'on partage tous, et donc de réintégrer la question récréative dans les parties collectives et dans le partage. Pourquoi ? Parce que on a eu quand même un 50 ans, voire 60 ans d'un développement urbain extrêmement individualiste, tourné vers une industrie immobilière productiviste, avec des zonings. On est allé vers des centres commerciaux d'un côté, des établissements de lotissement de l'autre, à tel point qu'en fait les enfants n'avaient même plus la possibilité de se déplacer seuls. Donc ils deviennent ce que toi tu appelles, je crois, des enfants point. Si c'est pas toi, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire dans les années 50, on avait un rayon d'action. En 2023, ils ont moins de rayons d'action. Ils passent d'un lieu à un autre sans le voir, sans comprendre, etc. Et là, aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'être avec vous, on a une formidable opportunité pour que l'espace public et la fabrique de la ville reviennent un peu le lieu de la spatialisation de la démocratie. Parce qu'on doit resserrer les liens, retravailler sur le partage et donc se poser la question de ce qu'on a envie de vivre ensemble quand on se croise. Et je pense que la meilleure façon de partager des choses, c'est effectivement d'être dans un parti pris de jeu, un parti pris récréatif, un parti pris joyeux, mais qui donne la part belle aux échanges et qui ne permet pas en fait de faire de distinction entre les uns, les autres, mais nous met tous à un niveau commun. Et donc l'architecture et l'acte architectural va aussi devoir évoluer, parce que pour fabriquer ces lieux qu'on va aimer en commun, on va plus être architecte dans notre petit coin en train de dessiner sur notre table à dessin sans avoir la possibilité de croiser des habitants, de parler avec l'élu, d'aller voir les professeurs quand on dessine une école, jusqu'au rendu du projet où là vous voyez les profs, vous leur dites alors vous aimez votre projet, non, il manque ça, il n'y a pas ça, etc. Et donc il y a un retournement qui est en train de se pratiquer et qui va aussi peut-être nous faire réinvestir des lieux, puisqu'en fait on va être dans une période où on va devoir construire moins de neuf et utiliser plus l'existant. Et donc on va peut-être réinventer des écoles à partir de lieux qui sont pas des lieux d'école, qui sont peut-être, je ne sais pas... Ce sont des lieux d'école. C'est un lieu d'école. Ce ne sont pas des écoles. Voilà, mais tu vois, tu vas réussir à me reprendre la parole. Mais après, oui. Tu la lâches plus. On pourrait se retrouver dans une usine, on pourrait se retrouver dans... Et ça devient effectivement des lieux d'école, mais pas des lieux programmés comme on a programmé pendant 40 ans, avec la salle de machin, la salle de trucs, etc. Ce qui fait qu'en fait, on est dans des codes et on oublie ce pourquoi on est là. Et ça, cette question, je pense qu'on a dans l'architecture un monceau de choses qui peuvent participer à l'apprentissage. En fait, à travers l'architecture, la ville, le paysage, l'environnement, on peut apprendre les maths, la philosophie, la science, le bien commun, le vivre ensemble, l'éducation civique, l'histoire, la géographie, la géologie, la sociologie, l'architecture, mais tout ça. Et donc, c'est un peu un élan qu'on aimerait pouvoir donner, que en fait, et l'éducation et l'architecture, en fait, il y a avec cette transition écologique, il y a un mouvement positif, et que ces espaces qu'on va devoir construire ou reconstruire ou réparer soient dans cette logique récréative. Oui, je poursuis ce que tu dis parce que c'est tout à fait juste. Beaucoup de ces pédagogues dits nouveaux qui sont centenaires, j'insiste lourdement là-dessus, sortaient de leur école, du bâtiment, et faisaient école dans un garage, dans une bibliothèque municipale, dans un atelier. Et donc ça marchait très très bien. Ils allaient à l'école tout à fait rarement. C'était pas très utile d'aller dans ce bâtiment, qui souvent était très normé. Alors ça s'est amélioré. Il y a une architecture scolaire de plus grande qualité depuis mettons, une quinzaine d'années. Il y a eu quelques petites expérimentations dans les villes nouvelles, il y a très longtemps, avec le pire et le meilleur. Mais globalement, c'est terrible de construire une école pour un architecte, parce qu'il a un cahier des charges excessivement précis. Et c'est très délicat pour élargir un couloir, enfin, etc., etc. Donc, même la commission pour l'embellissement des écoles qui a été créée en 1881 par Jules Ferry,
ancien ministre des colonies, je précise ça en passant, Jules Ferry avait bien vu que ces écoles étaient d'une grande pauvreté architecturale et que ça n'allait pas éveiller les enfants à l'art. Et donc il y a eu une commission qui a été créée à ce moment-là pour embellir les classes et les écoles. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que la beauté n'est pas un élément politique. Donc, c'est pas ça qui rapporte des voix. Donc, on n'a pas fait. Et donc, les écoles sont des lieux qui sont, pour moi, comment dirais-je, anti-autonomie des élèves. On cite toujours l'école exemplaire, à mes yeux, de Patrick Bouchain à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, où il a pas lu, enfin c'est ce qu'il raconte, il n'a pas lu tout le cahier des charges, tous ces trucs, ça l'ennuyait. Et moi, il m'a raconté qu'il avait lu dans la presse ces deux informations. La première était que la cour de récréation rectangulaire devenait obligatoirement un terrain de foot pour les garçons. Et ça éliminait les filles et ça éliminait les garçons plus petits. Deuxième information, 85% des petites filles n'allaient jamais aux toilettes à l'école. D'où des maux de ventre, des constipations, etc., etc. Et lui, il a dit, je vais faire une école où ces deux critiques ne seraient plus du tout possibles à formuler. Alors, où est-ce qu'on va aux toilettes à peu près tranquillement? Chez soi. Et donc, du coup, il a fait des toilettes comme à la maison, et chaque classe était une maison. Et chaque maison était disposée sur la parcelle qu'on lui avait affectée. Et évidemment, entre ces maisons, il y avait la nature, enfin, entre guillemets, de la végétation, des arbres, des reliefs. Et donc, il n'y avait pas de cour de récréation centrale. Et ça a été un succès, c'est un succès inouï pour les enfants comme pour les enseignants, qui ne demandent pas leur mutation. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, qui était contre la législation de l'éducation nationale. Il a fallu l'appui du maire, très important dans ce cas-là, et l'appui du recteur, ce qui est aussi un point énorme. Donc Patrick Bouchain, avec sa notoriété, c'est un projet relativement récent parmi toute son œuvre, a pu l'imposer comme ça. Mais ça reprenait des idées qu'on trouve chez Paul Goodman. Paul Goodman est un anarchiste américain qui a beaucoup favorisé la contre-culture sur les campus pendant la guerre au Vietnam. Et cet homme a expliqué justement comment on enseignait n'importe où. Pas du tout besoin de l'école, il fallait être dehors. Alors, c'est un peu grâce à lui que j'ai eu cette idée, parce que souvent on me demandait, vous faites un bouquin sur l'école, les enfants, taratata, mais c'est quoi un enfant? Alors, il y a l'étymologie latine, infans, c'est-à-dire celui qui ne parle pas encore. Bon, mais c'est très limité en classe d'âge. Et donc, j'ai eu l'idée d'appeler l'enfant des deux manières suivantes. J'ai dit l'enfant est un chercheur d'or, H-O-R-S. Et l'enfant est un faiseur de monde. Alors, je reprends le premier, chercheur d'or, parce que grâce à toutes ces études des psychologues dont je vous parlais tout à l'heure et des psychanalystes et des psychiatres, l'enfant, pour grandir en lui-même, doit aller hors de sa mère, hors de la cellule familiale, et puis ensuite il doit sortir de l'école, il doit sortir de sa classe, et puis ensuite de la ville. Voilà, il est toujours en train d'aller ailleurs, voir s'il s'y trouve. C'est l'action fondamentale de tout enfant. Et de toute personne, c'est aller voir ailleurs si vous vous y trouvez. Et il est faiseur de monde parce qu'il ne naît pas comme un petit chiot, il vient au monde. Et il vient au monde pour quoi faire? Pour rapporter son monde au monde des autres. C'est ça qui est à la base même de ce qui fait société. Alors vous voyez, faiseur de monde et chercheur d'or. Non, mais je peux encore parler des ordres, vas-y. Non, mais ça me fait rebondir. Oui, exactement. Non, mais pourquoi? Parce que déjà, quand tu parles de l'école de Patrick Bouchain, tu repars sur la manière dont on pose la question aux architectes de fabriquer un projet. Et souvent, on est dans un espèce d'espace un peu étriqué, et sortir pour aller prendre un peu de recul, dézoomer sur les situations, etc., c'est compliqué. Mais il y a des architectes qui l'ont fait. On a des écoles de plein air qui ont existé depuis longtemps et qui ont montré aussi qu'on n'était pas forcément à l'intérieur, mais qu'on pouvait aller s'installer à l'extérieur, qu'on travaillait avec la météo, etc. Et c'est vrai que ce sujet-là, aujourd'hui, est extrêmement important quand on voit, par exemple, la nature des cours d'école. Moi, je me questionne énormément sur la cour de l'école et justement, ce dehors qui, pour moi, est la première chose. À côté de chez moi, il y a un parc extrêmement structuré, et juste à côté du parc, il y a une friche. Il n'y a pas d'enfants dans le parc. Ils vont tous dans la friche.
Ils ont tous envie d'aller là où il y a de la découverte, de l'exploration, c'est un petit peu dangereux sans trop l'être, où bon, les adultes sont un peu plus loin, mais enfin, on y trouve des choses, on découvre, et où on peut fabriquer des cabanes, en fait, parce qu'il y a aussi cette notion toujours de la construction, et pour nous, l'architecture devrait être une discipline enseignée dès l'école, ne serait-ce que parce que ça nous donne cette approche que la première chose qui nous construit, c'est notre relation aux autres et notre façon aussi de trouver comment on habite et comment on habite avec les autres. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment extrêmement important. On est en train de porter un petit programme avec l'Ordre des architectes et le ministère de la Culture pour développer ça dans les programmes scolaires, un truc qui s'appelle EduScol, je sais pas quoi. Évidemment, c'est très réglé, hein, mais moi, j'ai besoin aussi d'avoir le retour des gens, parce que nous, on rentre dans des... Voilà. Mais... Non. Là, il faut que tu sortes. Ben là, je suis dehors. Hein. Là, je suis dehors. Bah, c'est très bien. Mais c'est pour ça que je suis venue, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire des choses si, voilà, si elles aboutissent pas. N'empêche qu'on veut, on veut profiter, par exemple, d'un plan qui arrive là, qui va être un plan de rénovation de 10 000 écoles. Alors voilà, quand on vous annonce ça, vous allez rénover 10 000 écoles, vous voyez le truc. Alors déjà, moi, je sais ce qui va se passer. Les architectes seront en bout de ligne. On ne va pas nous demander comment ça va se passer. Et c'est les entreprises qui vont avoir des lots d'écoles à rénover avec très peu d'architecture. Donc ça, on est en train de s'en occuper pour que ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on essaye. Mais derrière ça, ça veut dire qu'on a 10 000 chantiers pour les enfants. Et donc 10 000 manières d'apprendre aux enfants en intégrant dans la réhabilitation de ces écoles un nombre d'apprentissages exceptionnel. Et donc c'est aussi une volonté qu'on aimerait bien porter. Et ça, je pense que tu pourrais nous aider, parce que ta voix portera très haut. Avec celle de Patrick Bouchin, on pourrait y arriver. Mais il faut que cette rénovation serve aussi l'éducation. C'est indispensable. Parce que, en fait, la rénovation qu'on va faire de ces écoles, c'est pas une rénovation parce qu'il faut faire la sobriété. C'est aussi des modes de vie qu'on change, des pratiques. Savoir aérer une pièce. Rappelez-vous, pendant le Covid, on a fait poser dans toutes les écoles des détecteurs de dioxyde de carbone. Il n'y en avait pas assez. Quand ça sonne, il faut ouvrir les fenêtres. Quand un cours se termine et qu'il n'y a pas de détecteur de dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ouvrir les fenêtres, puisque de toute façon, il y a des gens qui ont respiré en trop grand nombre dans une pièce. Donc, dans tous les cas, au bout d'une heure, tu dois ouvrir les fenêtres. Donc, l'aération est un geste soft et naturel, mais qu'on a un peu oublié. Donc, le moyen de réapprendre à vivre dans un lieu et à travailler avec ce lieu en osmose, c'est aussi pourrait passer par là. Et souvent, les écoles qui sont bioclimatiques, passives, etc., il y a un manuel gros comme ça pour aller avec. Gros comme ça. Et la première année, vous avez quelqu'un qui est responsable de la maintenance du site, parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on ouvre. Mais en fait, on devrait tous être responsables, parce qu'on est tous en compétence pour faire ça, les enfants les premiers. Et donc, oui, il y a un souci là-dedans. Et après, je te relaisse encore la parole, mais comme la ventilation mécanique a envahi nos salles de bain, nos cuisines, etc., on n'a plus cette habitude de ventiler naturellement, on n'a plus cette habitude à l'aération, on n'a plus l'habitude voilà, de tous ces gestes qui favorisent, en fait, à cause des bâtiments intelligents notamment, mais de fait, depuis, par exemple, les salles de bain sans fenêtres. Bon, bah, c'est compliqué. Depuis longtemps. Mais depuis longtemps et maintenant, quasiment dans tous les programmes neufs. C'est extrêmement difficile pour un architecte d'arriver à mettre une fenêtre dans une salle de bain. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vrai. Ça paraît tellement bête en le disant, mais dans un logement collectif, aujourd'hui, ça peut être compliqué. Comme de faire des logements à double orientation. Pouvoir aérer son séjour. Et ces petits gestes-là sont extrêmement importants parce que derrière la ventilation mécanique, on perd des gestes naturels. Et donc, aujourd'hui, ces chantiers d'école qui vont démarrer, là, les 10 000 d'ici 2, 3, 4 ans, il faut que ça devienne des supports éducatifs. Alors, je reprends un peu la parole et après, je passe avec le micro pour celles et ceux qui veulent intervenir. Parce que je voudrais simplement compléter sur la notion de cette friche ou de ce terrain vague à côté du parc magnifique qui est à Caen. En fait,
dans mon bouquin, je fais l'histoire, parce que l'histoire est toujours intéressante à reconstituer. Je fais l'histoire des terrains d'aventure. Ça naît en Allemagne dans les années 1830 et ça passe assez rapidement avec les Allemands qui migrent aux États-Unis. Ça passe aux États-Unis, ça s'appelle playground. Et en fait, c'est des lieux qui vont être des lieux de normalisation la plupart du temps. Donc c'est très contraignant. En fait, on veut américaniser ces enfants de migrants qui arrivent d'ailleurs. Et pour ça, le terrain d'aventure va servir. Mais il y a d'autres terrains d'aventure qui, heureusement, n'auront pas cette philosophie-là. Ce sont les terrains d'aventure laissés aux enfants pour jouer, tout simplement. Comme ceux qu'on va voir au Danemark dans les années 30, qui vont inspirer ensuite une paysagiste britannique. Bon, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais le terrain d'aventure, c'est quoi? C'est la capacité pour tout enfant, quel que soit son âge, de manipuler les 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. Et donc, rien que par là, il devient philosophe parce qu'il acquiert la philosophie de la dialectique des choses. Parce que chaque élément est contradictoire en lui-même. L'eau vous désaltère, mais peut inonder. Le feu vous réchauffe, mais peut incendier, etc. etc. Donc, sans un cours de philosophie, surtout pas sans un cours, l'enfant apprend par lui-même. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'apprend que ce qu'on éprouve. Et si je fais un cours magistral et je suis un spécialiste de l'océan et je viens dans une classe primaire et je dis l'eau de la mer est salée, aucun enfant ne comprendra ce que ça veut dire, sauf celui qui a bu une tasse. Donc c'est la tasse qu'il faut boire, voyez. Et donc dans ce cas-là, c'est pas à l'école que ça se passe. Et donc l'acquisition des 4 éléments m'avait permis d'imaginer une école élémentale qui ne soit plus l'école élémentaire. J'ai suggéré cette idée à Jean-Michel Blanquer. Il ne m'a pas répondu. Non, mais ça, c'est étonnant, parce qu'un ministre, vous savez, en latin, c'est un serviteur. Donc je me suis dit, c'est normal, il est ministre, il est à notre service. Hein. Bon, manque de bol, ça ne marche pas comme ça. Donc, le terrain d'aventure, il y en a partout, à commencer par la ville. Parce que moi, des élus me disent, un terrain d'aventure, oui, ben là, il faut trouver un parc, où il faut trouver... Non, je dis, en pleine ville, même là où c'est bâti, il faut que la ville devienne un terrain d'aventure pour les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que les trottoirs soient plus larges, il faut que le mobilier urbain soit dessiné autrement, il faut qu'on fasse une signalétique à la hauteur des enfants, il faut qu'on crée une farandole. Ah, il faut que je me taise. Ah! Oui, bon. Le micro va circuler, hein, je vous rassure, d'ici 2-3 heures. Et alors... Il est là, il est actif. Et donc, voilà, les terrains d'aventure, c'est le contraire de l'ère de jeu qui est normalisé. Et un architecte néerlandais était parti en guerre contre cet éléphant en métal rose par lequel on grimpe par un escalier, une échelle et on descend par la trompe qui est aussi métallique. Il dit, mais ce truc est complètement débile, un enfant n'a jamais vu d'éléphant, un enfant d'Amsterdam n'a jamais vu d'éléphant, et là, on va dire, joue au toboggan. Alors en fait, l'enfant, il monte par la trompe, vous voyez, enfin, il a tout faux par rapport au créateur de toboggan, mais il se le réapproprie. J'avais eu la chance de faire un exposé aux rencontres internationales des maisons de l'architecture à Clermont-Ferrand il y a 2 ans, sur la notion de réappropriation. Et je voulais expliquer qu'en philosophie, la réappropriation, c'est devenir autre au contact d'eux, et non pas faire sien, comme les sociologues le pensent. Ils disent on s'approprie un logement parce qu'on y met sa décoration, etc. Oui, mais ça, on s'en fout, j'allais dire, c'est pas important. Par contre, devenir autre au contact de son logement, devenir autre au contact des gens de la même cage d'escalier, etc., ça fait sens. Parce que la question fondamentale pour un enfant, comme pour un adulte, c'est de cosmosiser. C'est-à-dire que si, et je l'ai dit à des enfants qui étaient d'accord avec moi, j'ai explicité ce que voulait dire cosmosiser, mais nous sommes des éléments vivants dans un monde vivant, de plus en plus tourmenté, comme vous le savez, et donc il nous faut faire cette relation, cette cohabitation entre le vivant et le non-vivant. Et pour ça, il faut, quand on est architecte ou urbaniste, alors le mot urbaniste, je l'utilise plus, c'est un mot toxique pour moi,
parce que l'urbanisme, c'est le moment occidental et genré de la fabrication de la ville productiviste. Je dis ça depuis 30 ans, mais tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Je le rementionne à chaque fois que j'ai l'honneur de voir Christine à côté de moi. Donc du coup... Ça va, moi je suis juste architecte. Un coup de bol, tu échappes au pire. Alors, donc, ceux qui sont urbanistes, ils vont, tu l'as dit tout à l'heure, ils vont fonctionnaliser, ils vont zoner. Voilà. Alors, or, en fait, la ville dont on a besoin, si on cosmosise avec elle, c'est précisément cette errance dans une ville labyrinthique, c'est des surprises en voyant tel arbre, etc. Bien sûr, nous parlons aux arbres, nous parlons aux fleuves, nous parlons aux animaux, et nous ne savons pas ce qu'ils nous répondent. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'altérité. Et tout territoire est un territoire qui combine les trois qualités suivantes, urbanité, diversité et altérité. Si l'on supprime la diversité, on tue la ville. Si on supprime l'urbanité, on tue la ville. Et si on supprime l'altérité, on supprime toute la société. Donc là c'est terrible. Et donc, la question qu'on pose en ce moment, qu'on se pose Christine et moi, c'est en quoi l'architecture, voyez pas comment, mais en quoi l'architecture participe-t-elle à cette combinaison de ces trois qualités? Alors, et ça concerne tout. Là, je suis invité beaucoup parce que j'ai écrit ces trucs sur les enfants dans la ville. Mais maintenant, et comme tu l'as fait très, très bien remarquer au début, il y a aussi des lotissements pavillonnaires, il y a aussi des petits villages dortoirs, etc. Donc moi, je parle de tous les territoires. Je ne parle pas que de la ville. Parce que les enfants sont oubliés partout. Souvenez-vous du film de Romer, et je te passe la parole juste après, Le maire, la médiathèque et l'arbre, ou à l'autre sens, peu importe. Il y a la petite fille qui critique le maire, qui habite une très belle demeure avec un parc, et puis qui est convaincue que la médiathèque, c'est super. Et il lui dit... t'es contre la médiathèque, t'es bien comme ton père, c'est l'instituteur qui a pris la direction de la rébellion. C'est Lucchini, hein, Fabrice Lucchini. Et le maire dit, mais quand même, tu auras accès à des CD, à des DVD. C'était à l'époque où il y avait encore des trucs matérialisés. Hein, maintenant, tout ça n'existe plus. Et la petite fille répond, ah non, mais moi, ce que je veux, c'est des espaces verts. Et Romer avait préparé cette réplique en montrant les cimes des arbres. Partout, il y a des arbres dans cette petite ville où est tourné le film. Et au moment où elle dit « je voudrais des espaces verts », la caméra montre chemin privé, chasse gardée, forêt interdite. Donc même à la campagne, il n'y a pas de dehors possible, accessible, immédiat. Donc la classe dehors, pour moi, c'est quelque chose qui est véritablement un combat, parce que le dehors est en dialectique avec le dedans. Et on ne peut devenir soi-même que si on est capable d'associer, de combiner ces deux territorialités. Nous sommes toujours dans un dehors qui va dedans et inversement. Prenez le téléphone portable que je n'ai pas. Donc moi, je suis un peu gêné pour ça, mais je sais que pour beaucoup, c'est un dedans qui est dehors. Non, mais tout le monde sait que tu n'en as pas, donc comme ça, on est habitué. Oui, voilà. Ah bah toi. Bah, écoute, non, je pense qu'il faut qu'on laisse un peu la parole, parce que sinon, moi, je peux en parler à la suite du contexte. Parce que le dehors, c'est le contexte. C'est beaucoup de choses qu'on a perdues pendant des années dans les questions architecturales et urbaines. Et aujourd'hui, qu'on cherche désespérément à retrouver la relation avec des fleuves, avec le sous-sol, avec la question de la nature, etc. On va laisser la parole. Alors, est-ce qu'on ne va pas se présenter, on n'a pas énormément parlé des paysagistes. On a parlé du paysage, on a parlé des espaces verts, mais on n'a pas beaucoup parlé des paysagistes. Et d'une façon générale, dans l'architecture, ils sont assez peu mis dans la boucle de la réflexion autour des espaces. On fait venir des entreprises paysagistes avec des cahiers des charges complètement à part, alors que le bâtiment aurait dû être pensé avec eux les trois quarts du temps. On néglige un petit peu certains aspects. Et puis d'un autre côté, on a des paysagistes qui sont extrêmement conformistes et qui ont oublié d'intégrer à la fois les enfants, le personnel des écoles dans la boucle de réflexion. Et je pense que c'est un véritable sujet. Oui, alors ça dépend comment on définit paysage. J'ai enseigné la philosophie du paysage pendant 30 ans. Pour moi, le paysage est le don des sensations. À partir de là, nous ne pouvons que réclamer du paysage. Et nous faisons paysage en même temps. Donc, moi, je ne parle pas d'architecture, d'urbanisme, de design et de paysage sans les associer. Je suis même pour... je n'ai pas pu aller à cette réunion au ministère de la Culture qui vient d'avoir lieu sur l'enseignement
de l'architecture dans les écoles, qui est un thème récurrent. J'ai dû aller dans je ne sais pas combien de réunions qui avaient le même intitulé à la fin du siècle dernier et puis au début de celui-ci. Et j'ai simplement envoyé une lettre à la ministre pour lui dire qu'il faut que ce soit le même lieu de formation. Architecture, urbanisme, paysage, c'est la même formation. Et du reste, les collectifs tout jeunes qui se créent comme ça sont faits avec des graphistes, avec des designers, le design social, ce qu'on appelle. Bon, tout ça est essentiel. Mais dans notre culture occidentale, et française en particulier, le paysage n'est pas valorisé comme il devrait l'être. Ça, j'en suis intimement convaincu. J'ai siégé à la commission du Vieux Paris, je n'ai pas été renouvelé. Bon, parce que je prenais la parole. Enfin bref. Quand j'expliquais que le premier paysage d'une ville, c'est sa rue, et qu'elle était patrimonialisable, alors on me disait, bah, ça c'est quoi ces conneries T'es pas d'accord avec moi? Si, mais si tu veux, moi, j'ai encore l'exemple de Caen. Excusez-moi. Hein. À Caen, il y a une prairie, ça s'appelle la prairie. Et ben voilà, j'allais parler de ça. Ah bah très bien. À Caen, on est dans l'estuaire de l'Orne. Sauf que la moitié des habitants ne le savent pas, parce que la ville a été construite sur l'estuaire. Il y a la prairie, la ville, et ensuite les canaux et l'Orne, et ça part vers la mer. Et donc la partie qui est construite de la ville, en fait, elle est normalement dans le lit majeur du fleuve. Mais personne ne le sait. On a l'impression qu'il y aurait une zone humide d'un côté, et puis après un début, une résurgence de je ne sais pas d'où ça viendrait, d'un fleuve qui irait jusqu'à la mer. Et entre les deux, rien. Donc on n'est pas situé, on n'est pas dans le contexte. Et la question du paysage, pour moi, c'est de donner aux gens les moyens de s'orienter, de rappeler le contexte et de savoir où on est. Ça reprend le thème du dedans, du dehors. Et donc parfois, c'est aussi retirer des choses, savoir soustraire pour montrer le plus. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas travailler ensemble. Pour moi, c'est évident, c'est même la même formation. La formation, enfin, c'est pas la même formation exactement, mais dans le processus, c'est du projet. Et donc, cette fabrication du projet, qui d'ailleurs évolue aujourd'hui, si je peux me permettre, je préférerais que tu parles de trajet plutôt que de projet. Parce que projet, c'est se mettre au devant de soi, mais trajet, c'est tout un processus. Et je crois qu'on est plus dans une conception en termes de trajet, parce que ce qu'on va réaliser va être à nouveau, et tu l'expliques très bien dans ton livre, réparé, reconstruit, etc. Donc c'est quelque chose qui est sans fin. En fait, le paysage, on le sait parce que ça pousse, et donc on ne connaît pas le paysage qu'on est en train de dessiner, évidemment, dans 5 ou 6 ans. Mais je pense que nous sommes tous ici présents, êtres humains et ce beau toutou, ou le mien qui est derrière, qui est aussi beau, ou les oiseaux, etc. Nous sommes en cours. Je pense qu'il faut revenir à cette notion de être humain en cours. Nous sommes en cours. Et dans un livre qu'on ne lit plus du tout, malheureusement, L'être et le néant, en 1943, Jean-Paul Sartre avait un mot magique qui revenait presque à toutes les pages, c'est le mot projet. Parce que lui, qui est le père de l'existentialisme, exister, ex sistere en latin, c'est se placer devant. Et se placer devant, c'est avoir des projets. Et ce projet repose sur la liberté, chez Sartre. Nous, on pourrait traduire ça plutôt aujourd'hui, parce que c'est un vocabulaire qui est un peu vieilli, c'est marqué par l'autonomie. Et donc, plus l'architecture, plus la fabrication de la ville, plus le paysage encourage, facilite, provoque l'autonomie de chacun d'entre nous, mieux c'est. Ah, c'est bon, vas-y. C'est ouvert, oui, parfait, oui. Eh bien, à propos de G ou de projet, précisément, le projet, c'est peut-être la réponse au G. Le G de la boulette lancée par l'élève au tableau pendant que le prof est en train d'écrire le dos tourné. Et ça m'est arrivé. Et évidemment, j'avais renvoyé la boulette et ça s'était terminé en bataille générale, dans le fou rire le plus total. Comment on passe du diabolique au symbolique, du G au projet? Bon, voilà. Je voulais simplement dire, j'ai enseigné pendant 10 ans à Meaux. Et il y avait là 3 lycées, il y a toujours d'ailleurs 3 lycées. Le lycée classique du centre-ville, architecture conventuelle habituelle, qui remonte donc à l'architecture religieuse, etc., le couvent. Le lycée Chemin de Grue, construit dans les années, pendant les 30 Glorieuses pour stocker les élèves que la démocratisation, la pseudo-démocratisation a amené à entrer au lycée.
Et c'est dans ce lycée-là que j'enseignais, le lycée en chemin de grue. Et le 3e lycée, architecture moderne, verrière, cafétéria, etc., etc. Et de tous les renseignements que j'avais sur les jeunes qui fréquentaient les lycées et leurs familles, la Pierre Collinet, Beauval, les cités chaudes du coin, etc., l'ambiance, là où l'ambiance était la meilleure, c'était à Coubertin, dans le lycée chemin de grue, qui commençait à être vieilli. Il y avait de temps en temps les dalles du plafond qui nous tombaient sur la tête. Bon. Et donc, je me suis longtemps posé la question, pourquoi ? Eh bien, la question, elle est assez simple. Le lycée couvent n'a pas d'ouverture dehors. Le lycée cafétéria, il est clos sur lui-même, exactement, mais même si cette clôture est très moderne, etc. Le lycée chemin de grue, il y avait une cour de récréation, certes, mais qui était quasiment déserte au moment des récréations, parce qu'il y avait un immense champ de prairies quasiment vides, quelques arbres, heureusement pour l'ombre, et les élèves se dispersaient dans ce champ d'une manière complètement aléatoire. Et d'ailleurs, j'y conduisais quelques cours de philosophie. Le premier cours consistait à jouer au jeu de la chandelle. Vous voyez, vous connaissez le jeu de la chandelle, bon, où celui qui est au milieu, qui n'a pas su voir ce qu'il avait dans le dos, se retrouve au centre du cercle, etc., etc. Bon, très intéressant. Mais sur cette question d'architecture scolaire, il n'y a pas seulement une question matérielle que vous avez très bien décrite, il y a aussi une question symbolique de la manière dont on peut s'approprier un lieu ou pas. Et effectivement, il y a là quelque chose à réfléchir, me semble-t-il. Et est-ce que les élèves ont leur mot à dire sur la manière dont l'espace qui leur est dévolu est organisé ? Bernard de France, professeur de philosophie, mais surtout responsable ou militant du droit des enfants. Donc tu connais la réponse. Dans la Convention de New York de 89, oui, les enfants et les adolescents devraient participer à la définition ou à la programmation de leur lycée. Je crois que ça, c'est un point essentiel. Ça me permet de mentionner quand même une donnée historique. L'école buissonnière, l'expression arrive pour la première fois en 1540, pendant la guerre des religions. C'est un juge parisien qui condamne les protestants à dissimuler leurs écoles derrière des buissons. Donc l'école buissonnière, c'est ça. Ça désigne, vous voyez, une école qui est cachée. Alors après, vous voyez, la métonymie successive fait que c'est devenu le chemin pour fuguer et non pas aller à l'école ou pas aller à l'école tout de suite. Mais sur l'architecture, je voudrais juste soumettre à Christine cette définition que je propose. Pour moi, la question à poser à une architecture, une école, un hôpital, une bibliothèque, une maison, n'est pas quelle est sa symbolique, quel est son coût, etc. C'est en quoi ce bâtiment, donc cette architecture, honore-t-elle ce qu'elle accueille ? Pour moi, c'est la question fondamentale. En quoi cette architecture honore le partage des connaissances et l'acquisition des savoirs qu'est l'école. En quoi ce bâtiment, un hôpital, honore-t-il, cet hôpital, les patients qui sont en convalescence, etc. etc. Et bien souvent, ce n'est pas cette question-là à laquelle on répond. On répond plutôt par un programme. Mais ça c'est vraiment la question que j'ai abordée au tout début, mais qu'on peut un peu préciser. C'est la notion du programme. C'est-à-dire qu'on a dissocié depuis, je pense, une trentaine ou quarantaine d'années, fortement, la notion de programmation et la notion de trajet-projet. Donc en fait, souvent, l'architecte arrive après que le diagnostic, le programme, la concertation soient arrivés, et dans un moment où on lui demande de répondre à une question avec un bout de papier où il aura été restitué, ce qui peut est quand même souvent aussi de l'émotion, du ressenti, de la parole. Quand on entend les gens, on est capable de mieux restituer que quand on voit sur un papier. Donc on peut poser les bonnes questions, on chemine ensemble. C'est en ce sens-là que je trouve que le mot trajet est très bien choisi, notamment pour ce qui est des bâtiments publics. Et ça revient à la question de la commande publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est un bâtiment public devrait permettre ce chemin et cette fabrication collective avec des allers-retours en permanence. Après, il faut qu'il y ait dans les deux sens la même réactivité, et chez l'architecte une faculté à se remettre en question, et chez les occupants, usagers, élèves ou enseignants ou directeurs, une faculté à appréhender différemment. Je m'explique.
Une fois, j'étais dans un jury de concours pour une réhabilitation d'école à Saint-Germain-en-Laye. Et l'équipe d'architectes proposait de débitumer la cour en partie pour retrouver le sol naturel, rajouter des arbres, etc. Fiasco total auprès des enseignants. Les enfants vont se blesser, on ne va pas y arriver, etc., etc. Honnêtement, j'ai pas compris, parce qu'il y avait 10 milliards de façons de partir de l'idée de l'architecte et de construire quelque chose qui aurait permis un lieu d'apprentissage, un lieu en plus hyper favorable avec les canicules qui s'annoncent pour ramener de la fraîcheur. Enfin, c'était presque le plus important. Et le programme spécifiait en gras ne pas toucher au bitume de la cour, parce que c'était ce qui avait été demandé par le corps enseignant. Et donc, pour moi, c'est dommage, parce que ce programme figeait un élément qui, s'il avait été discuté avec les architectes et les paysagistes, aurait peut-être évolué, parce qu'en fait, ce n'est pas ce que les enseignants voulaient. C'est ce qui a été restitué. Donc, le fait qu'on mette des intermédiaires ne favorise pas cette fabrique collective des maisons communes. Ouais, c'est ça. Merci, parce que c'était vraiment ce dont je voulais parler. J'étais directrice, donc il y a 13 ans, il y avait une directrice dans une école maternelle. Donc moi j'ai été très très surprise, je ne connaissais pas du tout les démarches. Donc nous avons eu 2 audits successifs où j'ai bien précisé. Alors je vais juste te donner un exemple. J'ai dit bon, il faudrait un dortoir qui était à côté de la classe de petite section, mais dans ma tête c'était un dortoir polyvalent qui pouvait servir à autre chose. Donc l'architecte, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est venue avec un truc même pas en 3D, voilà, qu'on a vu dans une grande salle municipale. Et donc, dans ma tête, toujours, je pensais que ça, c'était les prémices et qu'après, on allait revoir l'architecte et tout. Bon, après, moi, j'ai changé un peu de poste et tout. Mais le choc que j'ai reçu quand je suis allée voir l'école, parce que moi, je suis partie après, entre-temps, et là, je me suis retrouvée, enfin, je me suis pas, moi, retrouvée, mais enfin, l'école est conçue avec des murs, donc pour des enfants de 2-3 ans, des murs pleins avec une fenêtre à 5 mètres de haut. Et là, on m'a répondu, c'est parce que vous aviez voulu un dortoir, mais on n'a pas dit une prison pour les enfants. Et quand je travaillais par ailleurs dans des démarches environnementales, on nous disait, mais les bâtiments doivent être prévus pour multiples usages. Mais alors là, c'est déjà des murs. Enfin, c'est une prison quoi qu'on a construit pour des petits. Et c'est pour ça que, enfin, juste, je finis. C'est juste, je pense, dans ces écoles d'architecture et puis les propositions, c'est que vraiment on remette en systémie les gens qui utilisent l'école, leurs vraies demandes, et qu'on puisse être en contact direct avec les architectes. Oui, ben, tout à fait. Mais ça, c'est une demande qu'on fait aussi régulièrement et qui, aujourd'hui, ne va pas spécialement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lois qui passent en ce moment, dont une loi tiers-financement. Une loi tiers-financement, c'est une loi, excuse-moi, c'est pas très agréable, mais en gros, on va demander à des gens qui ont de l'argent de financer la rénovation thermique et après, ils seront remboursés sur les économies d'énergie de l'école. En fait, on est dans des systèmes qui font que en fait, ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'évidemment, il y a des intérêts, vu qu'il y a des gens qui prêtent de l'argent, mais ça met la puissance publique dans une obligation de faire de la conception-réalisation, c'est-à-dire qu'ils choisissent l'architecte en même temps que l'entreprise. Donc ça veut dire que le moment du trajet, du projet, ne se fait plus sans la personne qui va vous dire « Ah ben non, ça coûte trop cher. Ah ben non, ça c'est pas possible. Ah ben non, ça on sait pas faire. Non, nous on veut utiliser du béton, vous n'aurez pas des bottes de paille. Non, etc. etc. » Donc on pourrait, déjà on le l'est souvent, mais on pourrait être muselé de ce point de vue-là. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que auprès de l'éducation nationale, on peut faire remonter des cahiers des charges et des besoins. Moi, je pense que les enseignants pourraient prendre la parole pour dire « Nous voulons construire l'école de demain différemment ». Quand je parle d'école de demain, je ne parle pas forcément des bâtiments neufs. Hein. On est d'accord. Moi, je compléterai votre remarque, madame, par le fait que même les prisons sont construites sans l'avis des prisonniers. Mais là, oui. Là, voyez, on en est là.
Exactement. Je peux donner une petite anecdote quand même, juste avant, excusez-moi, pour aller dans le sens, on a aussi beaucoup de normes qui sont insupportables. Je vais vous donner un exemple qui m'a fait bondir une fois. J'ai un collègue qui m'appelle, qui me dit, alors là, j'ai un problème. Je dois mettre un téléphone dans une classe maternelle. Sauf que, il faut que je mette le téléphone le plus près de la fenêtre, parce qu'il y a les pompiers qui me demandent que ça soit proche de la fenêtre, et que les policiers, à cause du plan Vigipirate, me demandent de mettre le téléphone le plus loin de la fenêtre. Voilà. Et nous avons ça en permanence, les architectes, des formes de contradiction de normes. Donc, comment faire une école quand on a pas un objectif de résultat, mais d'être obligé d'utiliser la norme, quoi. 2 téléphones. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a mis 2 téléphones, mais bon, ça coûte cher. Merci. Une question peut-être un peu plus large sur l'urbanisme et la fabrique urbaine au sens large, sur la classe dehors, mais aussi du coup sur le dehors de la ville de manière générale. Vous, en tant qu'architecte, comment vous expliquez que on soit passé d'un besoin entre guillemets légitime, celui de mettre un toit sur la tête des gens, de protéger des intempéries, enfin de bâtir pour protéger, qui est un dessin plutôt légitime, à une espèce d'orgie, de création de boîtes, au point qu'on se retrouve avec du trampoline outdoor, avec des boîtes de nuit, là où avant on se retrouvait avec des balles dans sur les guinguettes populaires dans des parcs. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a eu de plus en plus ce besoin de créer des espaces extérieurs et de se protéger de cet extérieur, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec des villes qui ne pensent pas ce dehors de la ville, avec des paysagistes, vous le disiez tout à l'heure, qui plantent des arbres mais qui ne créent pas des lieux, et avec des architectes qui créent des mètres carrés mais qui ne savent pas penser l'extérieur de ces mètres carrés. Comment vous l'expliquez ? Alors, je ne sais pas si ils ne savent, même pour les paysagistes, c'est que souvent on est quand même dans un... Enfin, vous l'avez dit par vous-même, en fait la ville aujourd'hui est sous pression immobilière. C'est presque plus un système pensé philosophiquement pour comment vivre ensemble, dans le sens police, politique, collectif, lieu où on est ensemble. Et donc, je pense que toi, tu vas pouvoir vraiment... Alors là, tu peux dérouler sur ça, mais c'est vrai que nous, ce qu'on vit au quotidien, et je peux prendre l'exemple du logement, parce que c'est celui qu'on connaît le plus et qui est le plus simple, depuis l'arrivée du Pinel, nous ne faisons plus, nous sommes devenus des banquiers. Les architectes dessinent des produits bancaires. Nous ne dessinons plus de logement, clairement. Pourquoi ? Parce que la personne qui va voir son banquier et qui lui dit « j'ai de l'argent à placer, mais monsieur, prenez un Pinel, vous en avez à me proposer, mais oui, bien sûr, j'ai un T1 à Plessis-Robinson, bah oui, je l'achète ». Il n'est pas allé le voir, il ne sait pas à quoi il ressemble, il ne se projette pas dans le lieu puisqu'il va le louer, donc en fait, il n'achète pas de l'habitat, il place son argent. Et en faisant ça, d'ailleurs, le ministre de l'économie m'a dit exactement la même chose aujourd'hui, donc il n'y aura plus de Pinel. Oh. Voilà. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne veut pas dire que la ville surproductive est terminée. Mais au moins ça, c'est terminé, quoi. Ou j'espère. Mais au moins, il faut qu'on retrouve du sens commun. Et c'est très compliqué. On se bat tous les jours, tous ensemble. Et pourquoi après, les maires, on dit « Ah, les maires ne veulent plus construire dans les villes ». Mais parce que les habitants, ils n'ont plus envie de voir des trucs horribles en face de chez eux. Je veux dire, si on construit en face de chez toi, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe avec ton chez-toi. On n'a pas envie que ça te prive du paysage qu'il y avait derrière, que ça te prive. La friche est mieux que ce que tu sais pas qu'il va y avoir, et puis tu as peur. Alors que si tu co-construis avec eux, c'est pour ça que je parlais de partage tout à l'heure et du besoin. Alors quand même, juste avant de te laisser la parole pour répondre, Thierry, moi je suis en alerte totale parce que les jeunes que vous formez à l'école, c'est ceux que je récupère en école d'archi, qu'on récupère. Et que hier, j'étais à l'école avec mes étudiants de deuxième année, qui sortent de grève, puisque les écoles d'architecture sont en grève. Alors même si maintenant, c'est une grève fluctuante, ils sont en grève. Et un de mes étudiants travaille sur le jeu dans la ville. Super, je lui ai dit, va lire Thierry Paco. Voilà. Et qu'est-ce qu'il m'a sorti comme projet hier, et ça m'a vraiment interloqué. Il a dit, voilà, je mets... Bon, alors on travaille à Cergy-Pontoise, ville nouvelle.
Donc boucle de la Seine, axe majeur, un tissu ville nouvelle, pavillonnaire et espace naturel dans la boucle de la Seine. Il me dit, écoutez, c'est simple, moi j'ai décidé qu'on n'avait plus d'habitants dans la ville, on rase tout, on met tout le monde dans... et il m'a dessiné un carré avec des gens entassés comme ça, il m'a dit, le reste, ça redevient de la nature et c'est un espace de jeu. Et, Vous avez lu Le Corbusier? Et là, on était deux profs, on s'est regardés et bon, on a parlé, on a fait ce qu'on avait à faire, on a travaillé avec lui pour le faire réagir, faire comprendre, etc. Et après, il est venu me voir et il m'a dit, mais à part Pinterest, qu'est-ce que j'ai pour trouver des références architecturales? Voilà. C'est très grave. C'est vraiment très, très grave. La médiathèque de l'école d'architecture de Versailles, les élèves de deuxième année ne savaient pas où elle était. Donc ça veut dire que notre responsabilité à nous tous enseignants, et là je me mets dans ma position d'enseignante, mais aussi de professeurs des écoles et d'enseignants, c'est de leur donner les outils pour aller voir ailleurs, quoi. Donc le dehors, c'est hyper nécessaire, parce que moi j'ai peur, quoi. Du moment où on ne saura plus comment faire. Enfin, après, je suis un peu défaitiste. Tu peux avoir peur. Je voudrais juste compléter, mais je ne vais pas prendre la parole trop longtemps sur la maison, simplement vous dire qu'il y a énormément de travaux, hein, c'est très bien documenté. Votre question est excellente, du reste. Pourquoi a-t-on inventé l'extérieur de la maison? Longtemps, l'extérieur et l'intérieur ne faisaient qu'un. La formule très connue de Gilles Clément est en fait très banale. Quand il dit la première pièce de la maison, c'est le jardin. Et depuis qu'il y a l'histoire du jardinage, qu'on connaît très très bien, 3500 ans avant Jésus-Christ, ça commence à ce moment-là. Je vous renvoie à un texte fameux de Lewis Mumford qui s'appelle Histoire naturelle de l'urbanisation, qui vient d'être traduit en français et qui sort bientôt au PUF, qui est un texte magnifique où il montre très bien que l'être humain, qui est un être vivant, ne peut pas s'enfermer. Il est comme l'animal qui a un terrier ou un nid ou un rucher, etc. Donc c'est vraiment au cours du productivisme, quand on a commencé à inventer, à substituer à la maison, qui dans son sens étymologique signifie maisonner, c'est-à-dire que ce n'est pas... En anglais, il y a deux mots, en allemand, il y a deux mots, en français, il n'y en a qu'un. Home et house, par exemple, c'est pas la même chose. Et pour nous, c'est la même chose, et c'est ça qui est tragique, c'est que la maison, c'est la maisonnée, c'est-à-dire c'est l'ensemble des interrelations entre ceux qui sont de générations différentes, qui cohabitent, y compris ceux qui viennent travailler dans cette ferme, si c'est une ferme, etc., plus les animaux, etc. Donc cette maison, cette notion de oikos, elle est aussi étymologiquement à la racine du mot écologie. Donc on voit à quel point c'est intimement lié. Et la ministre, j'ai oublié son nom là, qui était horrible, la ministre du Logement qui disait qui diabolisait la maison individuelle, elle-même résidant dans une très belle villa dedans sur le bois de Vincennes. Enfin bref, c'était un scandale parce que il faut au contraire défendre la maison individuelle, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe comment. Évidemment, la question elle est là. Il faut inventer, comme l'a fait par exemple Lucien Crawl ou comme Giancarlo De Carlo, que j'apprécie beaucoup, un architecte italien qui réussissait. Il faut que je me taise. Juste quand même te dire que le discours d'Emmanuel Vargon, elle s'est fait vraiment vampiriser par les promoteurs. Juste. Oui, mais elle a eu Moi, le temps de le dire. j'ai été là quand elle l'a dit. Bon. Mais effectivement, c'est... En plus, ça m'a déçu parce que c'est la fille de Lionel Stoléru qui avait fait un rapport très intéressant sur la pauvreté. Bon, juste pour finir sur la maison, donc c'est la maisonnée. D'autre part, Christine a mentionné un mot magnifique sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais qui est très compliqué, vous allez voir, qui est la notion de chez-soi. Chez, ça vient de casa en latin, ça veut dire la maison aussi. Mais le soi, là c'est une question philosophique. Dans la notion de chez-soi, qu'est-ce que signifie le soi? De quel soi s'agit-il? Et le soi, ou le self, est une idée qu'on trouve chez Locke, John Locke. Et il invente cette notion-là parce qu'il est en désaccord avec Descartes, qui l'a précédé, et qui est l'inventeur du « je pense, donc je suis ». Et Locke explique au contraire que pour être, il faut qu'il y ait de l'autre afin qu'il y ait du soi. Vous voyez, enfin, je n'ai pas le temps de rentrer. Si vous me donnez 2 heures, non, bon, donc je me tais. Mais vous voyez, c'est une notion magnifique. Et
je conclus là-dessus par une citation, pas une citation, mais un rappel d'un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est Ivan Illich. Lui, les maisons dont vous parlez, il appelle ça des garages. C'est-à-dire que nous vivons dans des garages. Nous ne vivons plus dans des maisons qui sont chargées de sens, qui sont chargées de tous les propos de tous ceux qui ont vécu auparavant. Nous avons perdu la capacité même de l'autoconstruction, qui est un truc interdit en France ou dans la plupart des pays, parce que même la pauvreté a changé, elle est devenue une pauvreté moderne, qui doit, pour avoir ses droits, passer par le marché et passer par les institutions. Vous voyez, donc on est dans une situation catastrophique. Il faut que, dans mon dernier livre, je fais un peu de pub, dans mon dernier livre qui s'appelle Les bidonvilles, où je fais tout un travail sur les bidonvilles, j'explique précisément, à partir de la vie de bidonvilloise, parce que c'est surtout elles qui ont écrit des choses absolument admirables sur leur abri, j'explique à quel point c'est fondamentalement la question de faire son logement qui est important. Peu importe s'il est de guingois, c'est pas important. Ça l'est, mais ça va changer. Non, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait cette relation entre faire et savoir. Il n'y a pas de faire sans savoir sur le faire. Il n'y a pas de savoir sans faire. D'où la question de l'école, vous voyez, qui est complètement inutile. Bonjour. Je suis Stéphanie Léger, je suis adjointe à l'éducation à la ville de Lyon. Et en fait, je reviens sur un petit mot, sur une expression que vous avez prise au début. Vous avez parlé de lieu d'école. Et moi, je dirais qu'en tant qu'adjointe à l'éducation, je vais vous parler de lieu d'éducation. Et donc, c'est pour reboucler sur un échange qu'il y a eu précédemment avec madame. En fait, aujourd'hui, les écoles, alors je suis très contente que vous en parliez avec la ministre de la Culture, mais en fait, les écoles, elles sont entretenues, elles sont construites par les collectivités. Je me permets de terminer. Donc, en fait, nous, on est très contents qu'il se passe des choses bien au-delà. Enfin, voilà, mais encore une fois, l'État ne s'appuie pas sur les collectivités territoriales pour penser cette grande phase de rénovation et même de construction. Alors, effectivement, on a une tonne de ressources sur lesquelles s'inspirer, mais c'est vrai que je crois que nous, en termes de collectivité, on travaille avec l'ensemble de la communauté éducative. À la ville de Lyon, et ce matin, ce midi, on en parlait avec plusieurs élus, on intègre même dorénavant la parole de l'enfant, la réflexion de l'enfant sur le projet, sur par exemple les programmes types, voilà. Il y a même des enfants qui dessinent leur école idéale, etc. On s'en inspire. Et surtout, je voudrais aussi rappeler qu'aujourd'hui, l'école n'est pas consacrée uniquement au temps scolaire. Donc, madame, effectivement, vous pouvez rencontrer l'architecte, mais nous avons aussi du périscolaire, de l'extrascolaire, et nous, à Lyon, nous accueillons sur des temps hors périscolaire des associations. Voilà. Donc, en fait, l'école, on la pense, donc c'est pour ça que je parle de lieu éducatif ou de lieu d'éducation, on la pense également pour une multitude d'usages et une grande flexibilité aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi ce que ça m'inspire. Et l'école dehors, sur lesquelles la ville de Lyon s'est engagée auprès de l'éducation nationale, mais également sur notre périscolaire, etc., on commence à se dire, en fait, qu'aujourd'hui, par exemple, sur la rénovation énergétique qui est nécessaire, notamment dans le cadre du réchauffement climatique. On en discutait encore voilà, aujourd'hui. On se dit qu'à un moment donné, c'est une charge tellement importante. Ils visent 10 000 écoles, hein, mais par exemple, à Lyon, sur 208 écoles, il faut en rénover 100. Voilà, pour qu'on puisse passer à la fois l'aspect confort hivernal et confort estival. Donc, c'est quand même un chantier phénoménal. Et donc, on se dit qu'à un moment donné, est-ce que l'école doit rester dans l'école? C'est-à-dire, est-ce que l'éducation doit rester dans l'école? Donc, vous parliez de lieu d'école. Et donc, à un moment donné, mais ça, c'est une discussion peut-être avec l'éducation nationale, mais avec l'ensemble des acteurs éducatifs, que ce soit les associations d'éducation populaire, etc., c'est à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas se dire dans l'année, eh ben maintenant, il fait trop chaud pour rester dans l'école, parce qu'on n'aura pas, les villes, nous, les moyens de rénover, hein, c'est énorme. Hein. Je citais des chiffres, hein, nous on met plus de 300 millions à la ville de Lyon hein, dans tout ce qu'on fait sur les écoles, dont une grosse partie sur la rénovation énergétique. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir qu'on invente ou qu'on imagine ou qu'on pense autrement les espaces éducatifs, l'espace d'école en tout cas, le lieu école, pour vivre autrement les changements qui se préparent, les canicules, enfin voilà, l'année dernière, à partir du 15 mai, il a fait 35 dans les écoles lyonnaises, par exemple, hein, dans une grande partie des écoles lyonnaises. Voilà. Donc c'est, voilà, je voulais rapporter là-dessus et dire que surtout que nous,
en tant que collectivité, on est un acteur majeur aussi de cet acte architectural. Alors peut-être qu'on ne fait pas assez recours aux architectes, mais en tout cas, on est partie prenante et c'est nous qui sommes à la source de cette dynamique également aussi. Non, mais vous avez totalement raison. J'ai fait un raccourci parce qu'il y a un plan qui arrive. J'ai pris cet exemple, mais bien évidemment que les collectivités sont l'acteur quasiment numéro 1, puisque commanditaire. Et vous faites appel aux architectes. Ce qui, moi, me fait peur, alors qu'on irait plutôt dans votre sens, c'est que la liberté de la question architecturale pensée collectivement ne puisse pas, dans ces plans qui arrivent du haut, être traitée. On nous dit ça va être allez, bah là, on pourrait vous dire on vous donne de l'argent pour que vous rénoviez vos 100 écoles en même temps avec la même entreprise et le même architecte. Comment vous voulez? Vous le savez bien, vous, que ça va pas pouvoir se passer comme ça. Alors ça sera peut-être pas 100. Donc il y a un sujet qui est plutôt votre rôle à vous, en fait, c'est hyper important, et comment on arrive à trouver les moyens de ne pas se laisser enfermer dans des systèmes de contrats, parce que, désolé de parler de ça, mais il y a des contrats, où en fait, et des concours, des appels d'offres, parce qu'il y a un appel d'offres quand vous choisissez un architecte, et sur la réhabilitation, l'appel d'offres est au moins 10 ans, la plupart du temps, dans la plupart des collectivités, parce que c'est une procédure juridique, désolé, où il n'y a pas forcément de concours pour la réhabilitation. Donc, on peut mettre dans les critères ce qu'on veut. Et tant que dans les critères, on mettra le critère prix pour choisir l'architecte, vous n'aurez pas ce que vous voulez pour travailler avec vous et avec les usagers. J'ajouterais juste un point, puisqu'on me fait signe qu'il faut être bref. On n'a pas le temps de discuter tous les deux, mais je pense que l'éducation, c'est autre chose que l'école. Ça n'a même rien à voir. Mais du coup, l'école, pour moi, c'est scolé, en grec, qui signifie le temps pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. C'est traduit en latin par osium, ce qui va donner loisir. Et en français, ça donnait école, en allemand Schule, en anglais school. Bon, donc je crois qu'il faut revenir à l'esprit de la scolée. Mais là, on est mal barré. Et le mot éduquer est un verbe latin qui signifie allaiter. Et allaiter quoi? Allaiter au sein de l'Église. Donc l'histoire, notre histoire à nous, culturelle, des lieux d'éducation est intimement liée à la chrétienté. Et donc, alors, on peut très bien être croyant ou je sais pas quoi, et trouver ça très très bien. Mais je pense que on est en train de dissocier depuis longtemps. On a dissocié cette activité d'éducation avec celle. Alors, il y a eu les mots scolarisation, institutionnalisation. Enfin, il y a plein de mots comme ça. Instruction. Il y a même eu à un moment donné le ministère de l'Instruction publique. Bon, donc je pense que c'est pas stabilisé ces mots. Et tant mieux, parce que si on veut inventer quelque chose qui n'est plus l'école qu'on connaît, en tant que bâtiment et en tant que système scolaire, avec, comme je disais tout à l'heure, son emploi du temps. J'ai écrit l'histoire de l'emploi du temps scolaire, donc je pourrais vous le raconter. Parce que je voulais savoir quel était le mec, ça pouvait être qu'un homme du reste, qui invente ce truc complètement débile que toutes les disciplines soient enseignées 50 minutes les unes après les autres pendant la semaine. Vous voyez, c'est pareil, je cherchais à un moment donné, je l'ai trouvé. Qui avait inventé le T1, le T2, le T3 ? Quel est cet abruti? Ça n'a rien à voir. On n'habite pas des mètres carrés. Mot de conclusion, enfin 3 mini-interventions et de moins d'une minute. Et après, Christine et Thierry, vous pourrez conclure. Ouais, c'était juste pour enfoncer le clou. On parle de l'école au dehors, on parle de la flexibilité, du malléable, des multifonctions. D'accord. Moi, j'ai une question, c'est comment on fait rentrer l'architecture, l'urbanisme, le paysage dans l'enseignement dès l'école. Je trouve que c'est pas normal que ces questions-là soient pas posées obligatoirement. Voilà. Alors peut-être pas l'urbanisme au sens où tu le honnis, mais en tout cas ces questions-là, c'est des superbes clés d'entrée dans la citoyenneté, dans la ville et dans les quotidiens, voilà, qui sont nos quotidiens en ville ou dans le milieu rural. Et c'est un géographe qui parle. Hein. On va prendre les 3, Thierry, avant que. Ah non, mais je réponds pas.
Juste une intervention rapide sur le... Vous avez parlé de la loi Pinel, j'aurais parlé de la loi Barre. Ce qui a détruit le logement social en France, c'est la suppression de l'aide à la pierre et de le remplacement par l'aide à la personne. J'étais au Bosquet à Montfermeil à tenir une permanence de renseignement juridique pendant 22 ans, au moment où la loi Barre a produit tous ses effets. Sur le même palier, vous aviez le vieux couple, les enfants sont partis, ils payent le loyer à taux plein. En face, vous avez la famille d'immigrés avec 5 mouflets, ils ont droit à une APL de temps, et donc vous avez fabriqué un électeur de Le Pen. Et la destruction en France du logement social s'est poursuivie avec la loi Elan, qui oblige les offices HLM à se réunir les uns dans les autres et à construire des modalités, des monstres de gestion à 22 000, 30 000 logements qui sont absolument immaîtrisables. Et là, je rejoins ce que disait Thierry tout à l'heure. Tu te souviens certainement des photos de Caracas dans le livre de John Turner, Le logement est votre affaire. Il y a un bidonville, on éradique le bidonville et on construit des tours. On reloge les gens du bidonville. 10 ans plus tard, les tours sont vides et le bidonville s'est reconstitué au pied des tours. Et la dernière, en cohérence avec les précédentes. Moi, c'était une petite remarque. Je trouve que, bon, je ne suis pas philosophe, hein, mais on perd le bon sens. En 76, j'avais une classe maternelle, classe infantile en campagne. Il faisait très chaud. La classe n'était pas adaptée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes élèves et puis je suis allée dans le terrain de foot à côté avec les couvertures, les bouquins. Et puis on a fait école dehors. Et j'ai pris l'initiative. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir et pas tomber dans des espèces de normes, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, j'en ai marre des cours d'école maternelle qui ont tous les structures comme sur les autoroutes. Ras-le-bol, ras-le-bol. On n'a qu'à aller sur l'autoroute, et puis enfin sur l'aire d'autoroute, et puis c'est bon, quoi. Bon, après, il faut un bus, hein, quand même. Bon, il faut qu'on dise un mot ou deux. Alors vas-y. Bah, je sais pas, moi j'ai autant... en fait, je suis hyper contente d'être là. C'est super. Tout ça parce qu'en fait, moi je reviens avec autant de choses que j'espère avoir dites, ou peut-être beaucoup plus que ce que j'ai dit. Mais en fait, moi, ça m'aide à nourrir ce que je vais pouvoir dire après. Donc, je voulais vous remercier. Voilà. Et puis, on peut reparler, Luc, pour les écoles, mais il y a plein d'initiatives, notamment portées par les CAUE, sur les architectes et paysagistes dans les classes. Oui, c'est des petits créneaux. Oui, bah, moi je fais ce que je peux. Hein. Après, c'est pas parce qu'on a accès qu'on arrive à faire des trucs, mais tu vois, j'en parle, mais c'est vrai qu'effectivement, on a déjà des choses. Les CAUE sont vraiment des supports super sur ça. Et les enfants du patrimoine. Pardon, les maisons de l'architecture aussi. Non, mais je suis un peu fatiguée aujourd'hui. C'est vrai, les maisons de l'architecture aussi, et puis d'autres acteurs qui ne sont ni maisons de l'architecture, ni CAUE, et qui ont des dispositifs spéciaux, voilà, des associations. Donc, on peut le faire. Et peut-être, moi, juste une chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans mes premières années, quand j'étais dans un CAUE, justement. On devait faire un atelier pour les enfants sur l'habitat participatif, et on devait leur demander ce qu'ils voulaient partager. Il n'y avait pas beaucoup de choses qu'ils gardaient pour eux tout seuls. Et je trouve que ça, c'était quand même une belle leçon parce qu'ils étaient capables de nous expliquer tout ce qu'ils voulaient partager. Et plus les enfants grandissaient, moins ils savaient ce qu'ils voulaient partager. Et je me demande ce qu'on a perdu, en fait. Voilà. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je me réjouis de cette rencontre des classes d'or. Je pense qu'il faut multiplier les classes d'or partout, comme l'expliquaient les Danois qui sont à l'origine des classes en forêt. Il n'y a pas de mauvais temps, il y a des mauvais vêtements. Donc déjà, ça c'est un premier point qui nous montre qu'on peut faire classe d'or partout. Ça c'est fondamental. Je répète mon idée de l'enfant chercheur d'or. Je crois que c'est très important que toute la communauté éducative, puisqu'on parle de communauté éducative, résonne en ces termes. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, c'est que nous devons réfléchir aux transformations de nos territoires, et qui sont tous urbains. Et là-dedans, évidemment, peut-être que l'école n'existera plus comme bâtiment. Peut-être qu'il y aura une maison de la connaissance. Oui, et donc, là on sera dans tout à fait autre chose, dans laquelle on viendra comme ça quand on aura envie. Voilà. Je pense qu'on est trop formaté par le système des institutions. Vous voyez, pour apprendre, c'est l'école.
pour se soigner, c'est l'hôpital. Pour se transporter, c'est les transports en commun. Non, tout ça, on le voit bien, ne marche pas. On le dit, les services publics déclinent partout. Le système ferroviaire est catastrophique en France. On est en train de le repenser. Vous voyez, donc c'est pareil pour l'école. Et l'école a inventé quand même l'échec scolaire. Je me suis abusé à en faire l'historique. Quand l'expression apparaît, c'est quand même extraordinaire. C'est comme si l'hôpital disait on entre à l'hôpital pour y mourir. Et on va vous expliquer comment on va vous tuer. Bon, on est dans des systèmes comme ça. Donc je crois vraiment qu'il nous faut désinstitutionnaliser ou modifier nos institutions et reprendre la plus large autonomie possible. Et il faut que les enfants nous montrent ce chemin. Je précise une chose, c'est que j'en parlais avec Benjamin au tout début, qui a eu cette idée de faire ces rencontres, et bien que chez Bachelard, qui a fait un magnifique chapitre sur le dehors et le dedans dans la poétique de l'espace, Bachelard, c'est lui qui a eu cette idée que l'enfance n'était pas un moment de la vie, mais était un pays.